14 février 1942, sous-sol du laboratoire Converse, Université Harvard, la percée chimique. Une allumette crépita dans l'obscurité alors que le professeur Louis Feather enflammait un petit échantillon d'essence gélifiée. La flamme n'explosa pas comme un carburant ordinaire. Elle s'accrocha, brûla et refusa de mourir. Naphthaluminate d'aluminium et palmitate d'aluminium, nota Feather dans son journal de laboratoire, créait une consistance de gel similaire à de la compote de pommes, puis épaississent en caoutchouc. Le professeur de chimie organique de 42 ans reposa son stylo et atteignit le téléphone sécurisé. Ce qu'il venait de créer allait changer la nature de la guerre dans le Pacifique. Une arme qui pourrait pénétrer les grottes les plus profondes, franchir les bunkers les plus solides, détruire ce que les bombes ne pouvaient toucher. Le professeur Feather n'avait aucune idée que sa découverte du jour de la Saint-Valentin mènerait à la campagne incendiaire la plus dévastatrice de l'histoire militaire. La guerre du Pacifique avait enseigné aux forces américaines une leçon brutale. Les défenseurs japonais ne se rendaient pas. Ils se retranchaient, fortifiaient et combattaient depuis des positions que les armes conventionnelles ne pouvaient détruire. Les îles volcaniques du Pacifique offraient un terrain défensif parfait. Des grottes alvéolées à travers la roche, des bunkers en béton renforcés de corail, des passages souterrains s'étirant sur des miles. Iwo Jima seul contenait 11 miles, environ 18 kilomètres, de fortifications souterraines. Les défenseurs d'Okinawa avaient transformé d'anciennes tombes en nids de mitrailleuses. Les bombes conventionnelles ricochent. Les obus d'artillerie égratignaient à peine la surface. Quelque chose de nouveau était nécessaire. Quelque chose qui pourrait atteindre les profondeurs où les soldats japonais attendaient. La réponse vint d'une source improbable. Un professeur de chimie de Harvard qui travaillait sur le caoutchouc synthétique quand la guerre éclata. Un homme qui s'opposait initialement au développement du gaz poison, mais avala sa fierté quand son pays appela. Louis Frederick Feather, né à Columbus, Ohio, le 7 avril 1899, qui avait passé des années à synthétiser la vitamine K et à étudier la coagulation sanguine, était sur le point de devenir le père de la guerre incendiaire moderne. Le premier test sur le terrain eut lieu le 4 juillet 1942, non dans une installation militaire reculée, mais sur le terrain de football de Harvard, entre l'école de commerce et le stade. Feather plaça 45 livres, environ 20 kg, de son nouveau composé dans une flaque d'eau peu profonde. Le service d'incendie de Cambridge se tenait prêt, nerveusement. Les joueurs de tennis, sur les courts voisins, n'avaient aucune idée de ce qui allait arriver. L'allumeur au phosphore blanc déclencha le napalm. Des globes enflammés de gel jaillirent dans les airs, éclaboussant l'eau où ils continuèrent à brûler. Les joueurs de tennis crièrent et se dispersèrent. Le gel collait à tout ce qu'ils touchaient. L'eau ne pouvait l'éteindre. Il brûlait à des températures allant de 800 à 1200 degrés Celsius. Les calculs de Feather étaient précis. Sa nouvelle arme brûlait 6 fois plus chaud que la thermite. Contrairement à l'essence, qui explosait en une boule de feu massive, le napalm se projetait en un jet serré, qui pouvait être dirigé dans les ouvertures de grottes, les fentes de bunkers, les casemates. Les composés de savon d'aluminium lui donnaient une consistance qui le faisait coller aux surfaces, aux uniformes, à la peau. Les bombes incendiaires standards obtenaient des tués dans une attaque sur 60 tentatives lors des premiers essais. Le napalm obtenait le succès dans une attaque sur 3. Les statistiques étaient convaincantes, mais la chimie était révolutionnaire. La production commença immédiatement chez Nuarex Products. Vers mi-avril 1942, ils avaient développé une poudre sèche brune qui semblait assez inoffensive. Mélangée à l'essence, elle se transformait en quelque chose de terrifiant. Le service de la guerre chimique commanda des milliers de tonnes. Dow Chemical augmenta la production. En 1943, l'Amérique produisait 500 000 livres, environ 227 tonnes, de napalm. En 1944, ce nombre était monté à 8 millions, environ 3 629 tonnes. La bombe incendiaire M69 fut conçue spécifiquement pour le déploiement du napalm. Chaque bombe pesait 6,2 livres, environ 2,8 kg, et contenait de l'essence gélifiée qui se répandrait sur un diamètre de 15 pieds, environ 4,6 mètres. 38
M69 était emballée dans une bombe à sous-munitions, E-46. Quand elle était lâchée depuis l'altitude, la grappe s'ouvrait à 2000 pieds, environ 610 mètres, dispersant les bombes individuelles à travers une zone cible. Mais d'abord, le napalm verrait le combat en Europe. En août 1943, les forces américaines l'utilisèrent durant l'invasion alliée de la Sicile. Cependant, son vrai test viendrait contre les fortifications japonaises qui s'étaient avérées imperméables aux attaques conventionnelles. 22 juillet 1944, île de Tinian, archipel des Mariannes, les débuts dans le Pacifique. Le capitaine Robert Johnson de la 2e division de Marines regarda les chasseurs bombardiers de l'Army Air Force approcher de l'Est. Ceux-ci ne transportaient pas de bombes conventionnelles. Les avions étaient chargés des premières armes au napalm à être utilisées dans le théâtre du Pacifique. Le gel incendiaire expédié en secret depuis Hawaï était sur le point d'être testé contre un ennemi qui avait transformé la défense en une forme d'art. La garnison japonaise sur Tinian, commandée par le colonel Kiyoshi Ogata, avait passé des mois à préparer des ouvrages défensifs. Le 50e régiment d'infanterie et les unités attachées, près de 9000 hommes, avaient excavé des grottes dans les falaises de corail de l'île. Des nids de mitrailleuses couvraient chaque approche. L'artillerie était cachée dans des positions à contrepente, immunisée contre le bombardement naval. Quand les premières bombes au napalm tombèrent sur Tinian, les Marines observant depuis Saipan juste à 6 miles, environ 9,7 km, de distance, témoignèrent de quelque chose sans précédent. Au lieu des explosions aiguës des bombes à eau explosif, des flammes oranges déferlèrent sur les fortifications japonaises comme une vague de feu. Le mélange incendiaire pénétra les ouvertures des grottes, s'écoula dans les bunkers, suinta à travers les fentes de tir. Des soldats japonais qui avaient survécu à des semaines de bombardement naval fuirent leur position, les uniformes en flammes. Le pétrole brûlant adhérait à tout. S'arrêter, tomber et rouler ne faisait que l'étendre davantage. L'eau des cantines le faisait éclabousser. La seule échappatoire était d'abandonner la position entièrement. Le caporal marine James Chen, observant avec des jumelles, nota dans son journal « Les Japs sortirent de trous dont nous ignorions même l'existence. Ils se roulaient dans la poussière, essayant de l'éteindre, mais ça ne faisait que brûler. » En quelques jours, les unités de Marines demandèrent des frappes au napalm avant chaque avance. Des emplacements de mortiers japonais, qui avaient requis des heures d'assaut coûteux à neutraliser, étaient nettoyés en minutes. Tinian tomba le 1er août. Sur les 9000 défenseurs japonais, seulement 313 survécurent. Le succès sur Tinian n'était que le début. Sur Saipan, les opérateurs de chars lance-flammes Marines avaient découvert que les lance-flammes portables obtenaient des effets similaires à courte portée. Le lance-flamme M2 pouvait projeter du carburant épaissi jusqu'à 40 yards, environ 37 mètres, mais les opérateurs portant 70 livres, environ 32 kg, de carburant sur leur dos avaient un taux de perte dépassant 90% une fois qu'ils révélaient leur position. La solution vint des CB, construction bataillon, de la Navy, qui modifièrent des chars Sherman avec des lance-flammes CB-H1. Ces chars Zippo, comme les Marines les appelaient, pouvaient projeter du feu liquide jusqu'à 150 yards, environ 137 mètres, tout en fournissant une protection blindée pour les opérateurs. 8 de ces chars débarquèrent sur Iwo Jima le 19 février 1945. Ce qui arriva ensuite démontrerait l'efficacité terrifiante du napalm contre les positions les plus fortifiées du Pacifique. 23 février 1945. Iwo Jima, l'enfer volcanique. Le caporal Herschel Woody Williams rampa vers une casemate japonaise, traînant son lance-flamme M2 à travers la cendre volcanique. Son unité avait été stoppée par des champs de tir entrelacés provenant d'emplacements de mortiers en béton. L'artillerie n'avait pas fonctionné. Les tirs de navires avaient échoué. L'assaut conventionnel signifiait le suicide. Williams pouvait voir le canon d'une mitrailleuse japonaise type 92 dépasser d'une fente de tir. 20 yards, 18 mètres. 15 yards, 14 mètres. À 10 yards, 9 mètres, il actionna l'allumeur. Un jet de carburant épaissi traversa la fente. Le bunker devint un four.
Les températures à l'intérieur dépassèrent celles d'un crématorium en secondes. Le béton lui-même commença à se fissurer sous le choc thermique. Les barres d'armature en acier se déformèrent et plièrent. Le canon de la mitrailleuse devint cerise rouge, puis blanc, puis fondit. Personne à l'intérieur n'aurait pu survivre plus de quelques secondes. Williams rampa jusqu'à la position suivante, un complexe souterrain connecté par des passages. Il remarqua un puits de ventilation à peine large de 6 pouces, 15 centimètres. Le bec du lance-flamme s'adaptait parfaitement. Une pression sur la gâchette envoya du gel enflammé s'écouler à travers tout le système. Des soldats japonais émergèrent de sorties cachées à 50 yards, 46 mètres, leur corps enveloppé de flammes qui ne pouvaient être éteintes. En 4 heures, Williams neutralisa 7 fortifications majeures. Des positions qui avaient arrêté un régiment entier de Marines furent nettoyées par un homme avec un lance-flamme. Il recevrait la médaille d'honneur pour ses actions, mais le vrai héros était l'arme qu'il portait. Le lieutenant-général Tadamichi Kuribayashi, le commandant japonais sur Iwo Jima, avait passé 1 an à transformer l'île en forteresse. Sa doctrine défensive était simple, faire payer chaque yard aux Américains avec du sang. Ses 21 000 troupes avaient excavé des miles de passage à travers la roche volcanique solide. Ils avaient stocké de la nourriture, de l'eau et des munitions pour un siège de mois. Kuribayashi avait étudié les tactiques américaines, connaissait leur dépendance à la puissance de feu supérieure. Il positionna ses défenses sur des pentes inversées où les canons navals ne pouvaient atteindre. Il interdit les charges suicides banzai, ordonnant à ses hommes de combattre depuis des positions fortifiées jusqu'à la mort. Il croyait avoir créé une défense imprenable. Il n'avait pas pris en compte le napalm. Les chars Sherman modifiés arrivèrent le 2e jour de bataille. Le capitaine Frank Caldwell, du 26e Marines, regarda le premier char Zippo avancer sur une forteresse souterraine qui avait résisté à 2 jours d'assaut. Le lance-flamme du char fit éruption, envoyant un jet de pétrole brûlant à 100 yards, 91 mètres, dans l'entrée de la grotte. Le mélange incendiaire s'écoula comme de l'eau, trouvant chaque passage, chaque chambre, chaque cachette. Toute la montagne sembla exhaler de la fumée, rapporta Caldwell. Puis nous entendîmes les cris. Des soldats japonais émergèrent des grottes, leurs vêtements et leurs peaux en flammes. Ceux qui réussirent à sortir furent abattus par les fusiliers Marines. Ceux qui restèrent à l'intérieur furent incinérés. Le complexe souterrain, que les planificateurs militaires avaient estimé prendre 1 semaine à nettoyer, fut neutralisé en 20 minutes. Les 8 chars lance-flammes sur Iwo Jima consommèrent 10 000 gallons, environ 38 000 litres, de carburant épaissi par jour. Chaque char requérait une équipe de soutien de CBS pour la maintenance et le ravitaillement. Le maître électricien Joseph Klein et l'ajusteur de coque J.T. Patterson travaillèrent jour et nuit pour maintenir les armes opérationnelles, souvent sous le feu ennemi. L'impact psychologique fut immédiat. Les soldats japonais qui avaient combattu sans peur contre les armes conventionnelles fuirent à la vue des chars lance-flammes. Les interceptions radio révélèrent une panique croissante dans les communications japonaises. Des mots comme « feu démoniaque » et « char dragon » apparurent dans les messages décodés. Le soldat Toshio Yamada, l'un des rares survivants japonais d'Iwo Jima, témoigna plus tard « Nous étions entraînés à mourir pour l'empereur. Nous étions préparés pour les balles, les obus, même les baïonnettes. Mais le feu était autre chose. Il venait dans nos grottes comme une chose vivante. Vous ne pouviez pas le combattre. Vous ne pouviez pas vous cacher de lui. Il trouvait tout le monde. » En mars 1945, le napalm s'était avéré si efficace que le général Curtis LeMay prit une décision qui changerait le cours de la guerre. Si le gel incendiaire pouvait nettoyer les grottes et les bunkers, que pourrait-il faire aux villes ? 9 mars 1945, 17h34, Northfield, Guam, opération Maison de Réunion. Le major général Curtis LeMay regarda le premier des 334 B-29 Super Fortress rouler sur la piste. Chaque bombardier transportait une cargaison mortelle, 40 bombes à sous-munitions contenant 1520 dispositifs incendiaires M69. Leur cible, Tokyo. LeMay avait lutté pendant des mois avec le bombardement de précision à haute altitude. Les courants jet sur le Japon poussaient les bombardiers hors course. La couverture nuageuse obscurcissait les cibles. Les tirs anti-aériens à 30 000 pieds, 9 100 mètres, étaient mortellement précis.
Les résultats étaient médiocres. Après avoir pris le commandement de la 21e Bomber Command en janvier 1945, LeMay savait qu'il devait essayer quelque chose de différent ou faire face à son remplacement. L'arithmétique de la destruction était convaincante. Une grappe incendiaire pouvait détruire une zone de 100 pieds sur 300 pieds, 30 par 91 mètres. Les districts résidentiels de Tokyo étaient densément tassés avec des maisons en bois, des murs en papier et des nattes en paille. La production de guerre japonaise dépendait de milliers de petites usines dispersées à travers les zones résidentielles. Ce que le bombardement de précision ne pouvait pas toucher, l'attaque incendiaire de zone pouvait le détruire. LeMay dépouilla les B-29 de leurs canons défensifs pour transporter plus d'ordnances. Il leur ordonna de voler de nuit à basse altitude entre 5000 et 9000 pieds, 1500 à 2700 mètres. La basse altitude améliorerait la précision et les mettrait en dessous de la portée effective des canons anti-aériens japonais. Les avions Pathfinder arrivèrent au-dessus de Tokyo juste après minuit, le 10 mars. Ils marquèrent la zone cible, un district résidentiel de 3 par 4 miles, 4,8 par 6,4 km, abritant 750 000 personnes avec des bombes incendiaires en forme de X. La force principale suivit, larguant 1665 tonnes d'incendiaires en flux qui créèrent une grille de feu. En 30 minutes, les feux individuels avaient fusionné en une tempête de feu. La chaleur au niveau du sol approcha celle de la lave en fusion. L'air surchauffé créa des vents dépassant 100 000 par heure, 160 km par heure, aspirant l'oxygène des abris anti-aériens, alimentant les flammes avec de l'air frais. Le béton bouillit, l'acier fondit, la rivière Sumida se transforma en vapeur. Le capitaine des pompiers, Susumu Takahashi du service d'incendie de Tokyo, enregistra son rapport final à minuit 48. Feu hors de contrôle, équipement inutile, la ville meurt. Le service d'incendie de Tokyo avait 8000 hommes, 1000 pièces d'équipement et exactement 3 camions échelles capables d'atteindre au-delà de 30 pieds, 9 mètres. Ils s'étaient entraînés pour le bombardement conventionnel, préparés pour les feux normaux. Rien ne les avait préparés à cet enfer. Le gel collait à leur équipement, fondit leurs tuyaux, transforma leur eau en vapeur brûlante. À l'aube, 16 miles carrés, 41 kilomètres carrés de Tokyo avaient été incinérés. Les estimations conservatrices placèrent le nombre de morts à 87 500, bien que les sources japonaises suggèrent que plus de 100 000 périrent cette nuit-là. Plus de gens moururent dans la tempête de feu de Tokyo que n'en mourraient dans l'un ou l'autre des bombardements atomiques. 1 million furent laissés sans abri. Le mitrailleur de queue de B-29, le sergent James Corr, rapporta « À 5000 pieds, 1500 mètres, vous pouviez sentir la chair brûler. Les courants ascendants thermiques du feu étaient si forts qu'ils projetaient notre bombardier de 65 tonnes comme une feuille. » Mais LeMay ne faisait que commencer. L'incinération systématique du Japon avait commencé. Le 11 mars apporta la destruction de Nagoya alors que 313 B-29 éliminèrent l'usine de moteurs d'avion Mitsubishi et les districts environnants. 2 jours plus tard, le cœur industriel d'Osaka fut consumé par des flammes qui brûlèrent pendant 72 heures. Le 16 mars vit les installations portuaires et les chantiers navals de Kobe réduits en métal tordu et cendres. En 10 jours, les raids incendiaires avaient détruit plus de capacités industrielles japonaises que 2 ans de bombardements conventionnels. L'armée de l'air consommait le napalm plus vite que les usines américaines ne pouvaient le produire. Des installations de production d'urgence furent établies. En juin 1945, la production mensuelle approchait des niveaux sans précédent. Les leçons tactiques apprises du nettoyage des grottes dans les îles étaient appliquées stratégiquement au Japon lui-même. 1er avril 1945, Okinawa, le dernier creuset. Si Iwo Jima avait été l'enfer, Okinawa était quelque chose de pire. Les 450 000 civils de l'île étaient pris entre 100 000 défenseurs japonais et 180 000 attaquants américains. Les Japonais avaient transformé chaque tombe, chaque grotte, chaque colline en un bastion défensif. Le lieutenant-général Mitsuru Ushijima avait appris d'Iwo Jima.
Ces troupes creusèrent plus profond, fortifièrent plus solidement et se préparèrent à l'attaque par les flammes. Ils installèrent des réservoirs d'eau dans les grottes, créèrent des coupe-feux dans les passages et développèrent un équipement de protection rudimentaire à partir de tissus mouillés et de boue. Cela s'avéra futile. Le 713e bataillon de chars avait été entièrement converti en chars lance-flammes pour Okinawa. 54 chars Sherman équipés de lance-flammes Ronson capables de projeter des jets incendiaires de 60 à 80 yards, 55 à 73 mètres. Les unités chimiques de la Navy avaient préparé 250 000 gallons, environ 946 000 litres de carburant épaissi. Chaque compagnie de fusiliers Marines avait des équipes de lance-flammes attachées. La bataille pour Wana Ridge démontra l'évolution du napalm comme arme tactique. Les défenseurs japonais avaient créé des fortifications entrelacées sur des pentes inversées, immunisées contre l'artillerie et les attaques aériennes. Les Marines de la première division passèrent 3 jours à essayer d'avancer de 100 yards, 91 mètres, subissant des pertes massives. Le 14 mai, les Marines mirent en œuvre une tactique innovante. Ils transportèrent des barils du mélange incendiaire au sommet de la crête, les percèrent avec des tirs de fusil et les firent rouler vers le bas dans les positions japonaises. Des grenades au phosphore blanc enflammèrent le gel qui s'écoulait. L'ensemble du ravin devint un chaudron de flammes. Les ouvrages défensifs qui avaient résisté pendant des jours furent nettoyés en heures. Le soldat de première classe Eugene Sledge, observant l'attaque, écrivit: les Japonais sortirent en courant de grottes dont nous ignorions l'existence, leurs vêtements et corps en feu. Certains essayèrent de se rendre, mais c'était trop tard. Le napalm avait déjà fait son travail. Ils s'effondrèrent après quelques pas, le feu brûlant encore même après leur mort. L'impact psychologique sur les civils japonais fut dévastateur. Des milliers s'étaient réfugiés dans des grottes suivant les instructions militaires. Quand les chars lance-flammes approchaient, ils faisaient face à un choix impossible. Brûler dans les grottes ou émerger sous le feu des mitrailleuses. Le 30 mai, les Marines découvrirent une grotte contenant 450 civils près du château de Shuri. Le lieutenant John Stevens de la 6e division de Marines tenta de les convaincre de se rendre. Quand ils refusèrent, la nécessité militaire prit le dessus. L'équipage du char lance-flammes donna 3 avertissements en japonais. Aucune réponse. Le lance-flamme s'enflamma, envoyant son jet mortel profondément dans le système de grotte. Stevens témoigna plus tard. Nous pouvions les entendre crier pendant 5 minutes, puis le silence. Quand nous sommes finalement entrés, nous avons trouvé surtout des femmes et des enfants. Les flammes avaient consommé tout l'oxygène. La plupart s'étaient asphyxiés avant que le feu ne les atteigne. C'était une miséricorde, je suppose. L'Army Chemical Warfare Service documenta chaque engagement. Les chars lance-flammes sur Okinawa consommèrent 200 000 gallons, environ 75 700 litres, de pétrole épaissi. Des forteresses souterraines qui auraient requis des semaines à nettoyer avec des armes conventionnelles furent neutralisées en heures. Des bastions japonais qui avaient arrêté des divisions entières furent vaincus par des sections de chars lance-flammes. Mais le coût en vie civile était stupéfiant. Les estimations suggèrent que les armes à flammes furent responsables d'au moins 20 000 morts civils sur Okinawa, bien que les chiffres exacts restent disputés. L'arme qui avait été développée pour sauver des vies américaines était indiscriminée dans sa destruction. Le groupe de lance-flammes du colonel Unmacht était passé d'une poignée de CB à une organisation militaire majeure. Les installations de production à Hawaï opéraient continuellement. Les programmes d'entraînement diplômaient des centaines d'opérateurs de chars lance-flammes mensuellement. La puissance industrielle de l'Amérique avait transformé la découverte de laboratoires de Pfizer en production de masse. À l'été 1945, la transformation était complète. La guerre du Pacifique était devenue une conflagration. L'apogée de la campagne aérienne, juillet, août 1945. Les B-29 du général Lemay conduisaient maintenant des raids incendiaires avec une précision mécanique. La liste des cibles s'étendit des grandes villes aux petites villes industrielles. Le renseignement identifia 180 zones urbaines japonaises convenant au bombardement au napalm. Fin juillet, 67 villes avaient été attaquées avec des degrés de destruction variables, certaines perdant des districts entiers, d'autres souffrant de dommages à des zones industrielles clés.
L'ampleur de la destruction défiait la compréhension. Chaque B-29 pouvait transporter 40 bombes à sous-munitions. Un raid de 300 avions pouvait délivrer près d'1 demi-million de dispositifs incendiaires individuels. Chaque bombe créait une flaque de flammes de 15 pieds, 4,6 mètres de diamètre qui brûlait pendant 6 minutes à des températures qui pouvaient fondre l'aluminium. La doctrine de lutte contre l'incendie japonaise avait complètement échoué. Tout au long de juillet, ville après ville fut ciblée. Fukui perdit 60% de sa zone urbaine le 19 juillet. Matsuyama vit les 3/4 consumés le 26 juillet, tandis que Tsu souffrit de 85% de destruction le 28 juillet. La campagne systématique continua avec une efficacité industrielle, chaque raid perfectionnant les techniques apprises du précédent. La production industrielle japonaise chuta. Les travailleurs refusèrent d'entrer dans les usines, sachant qu'elles étaient des cibles. Les systèmes de transport s'effondrèrent alors que les dépôts ferroviaires brûlaient. La distribution de nourriture échoua alors que les entrepôts étaient incinérés. Le front intérieur qui avait soutenu l'effort de guerre du Japon pendant 4 ans mourait sous des vagues en cascade de flammes de pétrole. Le prince Fumimaro Konoe, ancien premier ministre, écrivit dans son journal « Les Américains ont trouvé notre faiblesse. Nous avons construit une nation de bois et de papier. Maintenant, ils la brûlent ville par ville. Il n'y a pas de défense contre ce feu démoniaque. » L'armée japonaise tenta des contre-mesures. Ils créèrent des coupe-feux en démolissant des pâtés de maisons entiers. Ils construisirent des abris souterrains avec de multiples sorties. Ils distribuèrent un équipement de protection primitif fait de tissus traités. Rien ne fonctionna. Le pétrole brûlant trouvait son chemin dans chaque abri, chaque cachette, chaque refuge. Le docteur Yoshio Nishina, le physicien principal du Japon, fut chargé de développer des défenses. Son rapport au quartier général impérial était sombre. Les propriétés adhésives du gel le rendent impossible à enlever une fois allumé. Sa température de combustion dépasse la tolérance de nos matériaux. La seule défense est d'empêcher l'ennemi de le livrer. Puisque nous avons perdu la supériorité aérienne, il n'y a pas de défense. 1er août 1945. Préparation pour l'invasion. Opération Downfall. L'invasion du Japon était prévue pour novembre. Les planificateurs militaires étudièrent les leçons d'Iwo Jima et d'Okinawa. Les préparations défensives japonaises sur Kyushu étaient extensives. Le renseignement identifia 10 000 grottes, 5 000 bunkers et des réseaux souterrains élaborés. L'assaut conventionnel coûterait 1 million estimé de pertes américaines. La solution était la guerre incendiaire à une échelle sans précédent. Les plans appelaient à 75 bataillons de chars lance-flammes, plus de 4000 chars. Les unités chimiques stockeraient 5 millions de gallons, environ 19 millions de litres de carburant épaissi. Chaque compagnie de fusiliers aurait des escouades de lance-flammes organiques. Les B-29 conduiraient des bombardements au napalm continus devant les forces terrestres. Le sous-secrétaire à la guerre Robert Patterson donna à la production de chars lance-flammes la même priorité que le projet Manhattan. Toute la capacité industrielle de l'Amérique était mobilisée pour produire des armes incendiaires, mais l'invasion ne viendrait jamais. 6 août 1945. Hiroshima. La bombe atomique tua 70 000 instantanément. Le monde haleta devant la destruction d'une ville par une seule bombe. Mais Curtis LeMay n'était pas impressionné. Ses raids de bombardement au napalm avaient déjà attaqué 67 villes, beaucoup souffrant de destructions extensives. Tokyo seul avait subi plus de morts que Hiroshima. La bombe atomique était spectaculaire, mais les raids incendiaires avaient fait plus de dommages cumulatifs. 9 août. Nagasaki, une autre bombe atomique, une autre ville détruite. Mais cette même nuit, 95 B-29 larguèrent des incendiaires conventionnels sur Yawata. La conflagration brûla pendant 2 jours. 14 août témoigna du dernier raid majeur. Même alors que les officiels japonais discutaient des termes de reddition, 160 B-29 attaquèrent Kumagaya et Isesaki, les flammes continuant à brûler alors que les diplomates négociaient. 15 août, l'empereur Hirohito annonça la reddition du Japon. Dans son discours, il mentionna une bombe nouvelle et très cruelle se référant aux armes atomiques. Il ne mentionna pas l'arme qui avait détruit plus de sa nation qu'aucune autre. Les statistiques étaient accablantes.
Entre mars et août 1945, les raids incendiaires avaient détruit 180 miles carrés, 466 km², à travers 67 villes japonaises, tué entre 300 000 et 500 000 civils, laissé 8 millions de sans-abri, éliminé 40% de la capacité industrielle. Un rapport de 1946 du National Defense Research Council documenta que 40 000 tonnes de bombes incendiaires M69 avaient été larguées sur le Japon tout au long de la guerre. La guerre du Pacifique se termina non par un flash atomique, mais par les braises mourantes d'innombrables feux. Le bilan. Le professeur Louis Fisher retourna à Harvard dans son laboratoire de chimie où tout avait commencé. Il avait reçu la Medal for Merit, la plus haute distinction civile de la nation. Son invention avait raccourci la guerre, sauvé d'innombrables vies américaines, révolutionné la guerre. Mais la victoire était amère. En 1967, durant la guerre du Vietnam, Fisher regarda des images télévisées de frappes au napalm. Des enfants courant sur des routes, leurs corps en flammes, des villages incinérés. L'arme qu'il créa pour détruire les fortifications ennemies était utilisée contre des zones peuplées. En juin 1972, Fisher écrivit au président Nixon pour exhorter une interdiction internationale. Quand nous avons développé le napalm, nous n'avons jamais pensé à un usage antipersonnel. Nous pensions aux structures, aux fortifications. Je n'ai pas le droit de juger la moralité du napalm juste parce que je l'ai inventé, mais je crois que son utilisation devrait être restreinte. Edward David Jr., le conseiller scientifique de Nixon, répondit que l'utilisation du napalm était difficile à prédire ou contrôler, offrant seulement que la suggestion recevrait une attention soigneuse. Fisher appela cela un brush-off, un renvoi poli. Il mourut en 1977. Sa nécrologie dans la Gazette de Harvard mentionna son travail sur la vitamine K et les médicaments antipaludéens. Aucune mention du napalm. L'université avait discrètement effacé l'arme de son héritage officiel. La révolution tactique était complète. L'âge de la fortification statique avait pris fin. Aucun bunker n'était sûr contre les flammes qui s'écoulaient. Aucune grotte assez profonde pour échapper aux torrents incendiaires. Les forteresses volcaniques du Pacifique, taillées dans la roche solide et défendues avec une détermination fanatique, étaient tombées face à une arme développée dans un sous-sol de Harvard. Le 713e bataillon de chars fut désactivé en 1946. Les chars lance-flammes furent ferraillés, leur équipement spécialisé détruit. Les CB qui les avaient créés retournèrent à la vie civile. Le groupe de lance-flammes du colonel Unmacht fut dissous, ses archives classifiées. Les vétérans parlèrent rarement de ce qu'ils avaient témoigné. Le caporal marine Raymond Hart, qui servit sur Iwo Jima, dira seulement « Les lance-flammes ont réglé l'affaire ». Woody Williams, le dernier récipiendaire survivant de la médaille d'honneur d'Iwo Jima, concentra ses efforts d'après-guerre sur les familles Gold Star, ne discutant jamais de l'arme qui l'avait rendu célèbre. Eugene Sledge écrivit « Nous pensions que les Japonais étaient cruels, puis nous avons apporté les lance-flammes. La guerre fait des monstres de tout le monde. Les implications militaires étaient de clair. La technologie avait surmonté la détermination. La chimie avait vaincu le courage. La capacité industrielle s'était avérée plus décisive que l'esprit guerrier. La tradition samouraï, qui avait soutenu le Japon pendant des siècles, avait péri dans des flammes de pétrole. La doctrine militaire moderne incorpora les leçons. Chaque armée majeure développa des armes à flammes. Le droit international tenta de réguler les armes incendiaires. La Convention de 1980 sur certaines armes classiques restreignit mais n'interdit pas leur utilisation. L'arme qui avait mis fin à une guerre figurerait dans beaucoup d'autres. L'héritage scientifique s'avéra complexe. La recherche sur le pétrole gélifié mena à des développements en chimie des polymères, technologie de suppression du feu et science des matériaux. Les mêmes composés de savon d'aluminium qui rendaient l'essence adhésive trouvèrent des applications dans l'industrie et la médecine. Les connaissances acquises en étudiant les effets thermiques menèrent à des avancées dans le traitement des brûlures. Mais les questions morales restèrent sans réponse. Le bombardement au napalm de Tokyo était-il un crime de guerre ? Les morts civiles sur Okinawa étaient-elles justifiées par la nécessité militaire ? La guerre incendiaire a-t-elle raccourci le conflit assez pour justifier ces horreurs ?
Les historiens continuent de débattre de ces questions, ne trouvant pas de réponse facile. Les survivants japonais formèrent l'Association des victimes des raids aériens de Tokyo, documentant les témoignages, préservant les mémoires. Des musées à Tokyo, Osaka et Kobe exposent des artefacts fondus, des photographies de la dévastation, des listes de victimes. Les écoliers apprennent la nuit de la neige noire, quand les débris brûlants tombèrent comme des précipitations sombres. La transformation de la guerre était complète. La guerre du Pacifique avait commencé avec des avions lance-torpilles à Pearl Harbor et s'était terminée par l'incinération systématique du Japon. Entre ces événements, la nature du combat avait fondamentalement changé. La compétence individuelle et le courage comptaient encore, mais la technologie et la production industrielle déterminaient les issues. Dans les grottes d'Iwo Jima, les formations de corail montrent des marques de brûlure des chars lance-flammes encore visibles 8 décennies plus tard. Sur Okinawa, des grottes scellées contiennent les restes de ceux qui choisirent la mort plutôt que de se rendre aux flammes. À Tokyo, des parcs commémoratifs marquent les zones où des quartiers entiers disparurent en une seule nuit. La formule du professeur Pfizer était élégamment simple. Naphthaluminate d'aluminium plus palmitate d'aluminium plus essence égale napalm. Le calcul de la guerre était devenu de la chimie. La chimie de la destruction était devenue de la production industrielle. L'âge de la guerre limitée était terminé. Debout dans les ruines de Tokyo, en septembre 1945, le général Curtis LeMay contempla la dévastation. Nous avons brûlé, bouilli et cuit à mort plus de gens à Tokyo cette nuit-là que n'en sont montés en vapeur à Hiroshima et Nagasaki combinés, observa-t-il. Mais c'était la guerre. Ils l'ont commencée. Nous l'avons terminée. L'océan Pacifique avait été le témoin de la naissance de la guerre totale moderne, non pas à travers des armes atomiques qui accaparaient les gros titres, mais à travers un gel humble qui brûlait inextinguiblement. Le napalm avait changé la guerre pour toujours. L'arme née dans un sous-sol de Harvard avait tué plus de Japonais qu'aucune autre arme américaine. Elle avait consumé une nation qui se croyait divinement protégée. L'enquête sur le bombardement stratégique mené après la guerre atteignit une conclusion stark. Le Japon se serait rendu en novembre 1945, même sans les bombes atomiques, même sans l'entrée soviétique. La campagne systématique de bombardement au napalm, plus que tout autre facteur, avait brisé la capacité du Japon à continuer à se battre. Pour les scientifiques qui développèrent ces armes, le fardeau moral s'avéra lourd. Louis Pfizer n'était pas seul dans ses regrets. Beaucoup de chimistes et d'ingénieurs qui travaillèrent sur les armes incendiaires luttèrent avec les conséquences de leur création. Les CB qui modifièrent les chars lance-flammes laissèrent peu de documents. Ces bataillons de construction entraînés à construire étaient devenus des instruments de destruction. Pour les survivants japonais, le traumatisme dura des générations. Les enfants qui fuirent à travers les rues en feu grandirent avec des cauchemars récurrents. L'odeur de l'essence pouvait déclencher des attaques de panique des décennies plus tard. Les cicatrices de brûlure servirent de rappel permanent. Pourtant, de cette destruction vint un résultat inattendu. Le même Japon réduit en cendres par le bombardement au napalm américain deviendrait l'un des plus forts alliés de l'Amérique. Les villes qui avaient été incinérées se relevèrent comme des centres de commerce et de culture. Tokyo, qui subit le raid unique le plus dévastateur de l'histoire, devint l'une des grandes métropoles mondiales. Dans les académies militaires mondiales, la campagne de bombardement au napalm du Pacifique est étudiée à la fois comme un chef-d'œuvre d'exécution stratégique et un conte d'avertissement sur la nature de la guerre totale. L'intégration de la guerre incendiaire tactique et stratégique montra comment un seul système d'armes pouvait passer de bunkers individuels à des villes entières. Le droit international moderne a tenté d'aborder ces questions. Le protocole sur les interdictions ou restrictions d'emploi des armes incendiaires, adopté en 1993, restreint, mais n'élimine pas leur utilisation. La nécessité militaire prime souvent encore les préoccupations humanitaires. Au Japon, le souvenir du bombardement au napalm sert différents buts. Pour certains, c'est un rappel des conséquences du militarisme. Pour d'autres, une preuve de la brutalité de la guerre. Pour la plupart, simplement une tragédie humaine qui ne devrait jamais se répéter.
Les commémorations annuelles sont assistées par moins de survivants chaque année. La mémoire américaine du bombardement au napalm est plus ambiguë. Les bombardements atomiques dominent le récit. L'incinération systématique qui tua plus est réduite à des notes de bas de page. Cette mémoire sélective sert un but. Il est plus facile de se confronter à 2 bombes atomiques qu'à des mois de bombardement au napalm systématique. La progression technologique du laboratoire de Pfizer aux ruines de Tokyo prit juste 3 ans. Dans ce temps, le napalm évolua d'une curiosité à l'arme conventionnelle la plus destructrice déployée. Aujourd'hui, le napalm et ses dérivés restent dans les arsenaux militaires, le principe inchangé, du carburant gélifié qui colle et brûle. Le professeur Pfizer passa ses dernières années à enseigner et écrire des manuels de chimie avec sa femme Mary. Il parla rarement du napalm, préférant se concentrer sur d'autres réalisations, mais le poids de sa création ne le quitta jamais. Dans des moments privés, il se demanda ce qui aurait pu être différent. C'étaient des questions sans objet. Il le savait. Si ce n'était pas lui, quelqu'un d'autre. La chimie était trop simple, le besoin militaire trop grand, la capacité industrielle trop vaste. L'arme était inévitable une fois que la chimie moderne rencontra la guerre moderne. La vérité fondamentale révélée par l'utilisation du napalm demeure. Dans la guerre totale, il n'y a pas de limite à l'ingéniosité humaine pour créer la destruction. La même capacité industrielle qui améliore la vie peut être tournée pour y mettre fin massivement. Alors que les derniers survivants disparaissent, leurs mémoires deviennent de l'histoire. Les cicatrices de brûlures s'estompent, les villes détruites reconstruites, les traumatismes traités, mais la capacité pour une telle destruction reste. La guerre prit fin, les flammes moururent, mais les questions que le napalm souleva brûlent encore. La leçon était claire. À l'âge de la guerre totale, la victoire appartenait à ceux qui pouvaient produire les armes les plus terribles et possédaient la volonté de les utiliser. Les positions défensives du Japon, taillées dans la roche volcanique et défendues avec un courage suicidaire, s'étaient effondrées sous l'assaut incendiaire américain. La forteresse du Pacifique avait brûlé, et de ses cendres s'éleva le monde moderne, à jamais changé par une arme née dans un laboratoire universitaire, testée sur un terrain de football et déployée à travers un océan d'îles jusqu'à ce qu'elle consume un empire.